Oui, donc bonjour à tous. Donc moi, oui, je suis chercheur depuis un peu plus de 15 ans maintenant à l'INRIA à Nancy. Mon domaine de recherche au sens assez vaste, c'est tout ce qu'on appelle sous différentes appellations le traitement de l'image, la vision par ordinateur ou la vision artificielle. Et je me spécialise dans l'imagerie médicale qui a pas mal explosé ces 20-30 dernières années. Et notamment dans une utilisation assez récente de l'imagerie médicale, qui est l'imagerie médicale péropératoire, c'est-à-dire qu'on va l'utiliser pendant l'opération pour contrôler le geste chirurgical que le chirurgien fait. Et ça permet au chirurgien en fait de ne pas avoir à ouvrir son patient. Donc il fait des ouvertures plus petites, il insère des outils et c'est par le biais d'imagerie péropératoire qu'il va pouvoir suivre la progression de son outil et donc contrôler son geste. Donc là, il y a des besoins en interprétation d'images, parce que ce sont des images qui sont difficiles à interpréter, parce qu'elles doivent être acquises assez rapidement. Il y a aussi des besoins en reconstruction tridimensionnelle à partir de ces images, parce que le chirurgien est plutôt habitué à voir son patient en 3 dimensions et pas tout plat en 2D comme c'est le cas dans ce genre d'image. Et donc pour ça, l'informatique est utile pour traiter rapidement, automatiquement ces images-là. À côté de ça, je suis pas mal impliqué dans tout ce qui est vulgarisation scientifique. Aussi parce que ça me permet de mieux comprendre ce que c'est que l'informatique en tant que science. Quand on me pose la question, c'est toujours un peu difficile, mais ça s'améliore avec le temps. Et puis parce que ça me plaît aussi, et c'est comme ça que j'ai été amené à participer au MOOC ICN, où je me suis pas mal investi dans le montage de la partie N, sur la culture du numérique, et puis aussi je suis responsable de l'utilisation de Text Adventures dans la partie C pour la création. Alors, ce qui est pointu en ce moment, ça reste en fait les mêmes problématiques depuis pas mal de temps. En fait, c'est pas si nouveau que ça pour moi. Il y a quelque chose qui est difficile à comprendre, à saisir dans le domaine de l'image. C'est qu'effectivement, ce qui a beaucoup explosé, c'est les moyens d'acquérir des images. Et d'acquérir des images à la fois de plus en plus précises, de plus en plus riches, parce qu'elles sont de plus en plus grandes, mais aussi des images qui changent dans le temps, c'est-à-dire des vidéos, et également des images tridimensionnelles. Et là, c'est plutôt le domaine de l'imagerie médicale, où on est capable d'acquérir des images qui ne sont pas simplement, qu'on peut simplement pas afficher uniquement dans un plan, mais qui sont vraiment en 3 dimensions, et qu'on a du coup du mal à visualiser sur un écran. Les problématiques sont celles fondamentalement de la vision par ordinateur, donc la vision artificielle. Il y a une première problématique qui est de structurer l'image. Il y a plusieurs problématiques. Une première problématique qui est d'améliorer ces images. Donc là, ça reste quand même d'actualité, même si on a des capteurs de plus en plus performants. C'est ce qu'on appelle le bas niveau. Ensuite, cette image-là, il faut en faire quelque chose, parce qu'à la base, c'est juste un amas de pixels. Donc des mesures d'intensité lumineuse en des points de l'espace. Mais ça ne veut pas dire qu'on comprend ce qu'il y a derrière. Et c'est pour ça que c'est difficile à comprendre pour les êtres humains, parce qu'on fait naturellement, un bébé est capable de reconnaître le visage de sa mère. Un ordinateur, c'est à peine reconnaître une chaise aujourd'hui, encore. Donc il y a un objectif qui est un objectif qu'on peut dire sémantique, c'est-à-dire qu'on va chercher le sens dans l'image, chercher à nommer les objets qui sont dans l'image, chercher à aussi décrire leurs relations, lequel est à la droite duquel, est-ce qu'il y en a un qui est au-dessus d'un autre, des relations physiques, pas toujours évidentes. Hein. Vous avez peut-être vu ce qu'on appelle les perspectives forcées, où on voit quelqu'un qui est en train d'appuyer sur le bout de la tour Eiffel, alors qu'il est... Donc on a l'impression qu'ils sont en contact, alors qu'en fait ils sont très éloignés les uns des autres. Donc ça, c'est un objectif sémantique. Et puis il y a un objectif aussi qui est de retrouver la structure tridimensionnelle du monde qu'on perçoit à travers une image. Et ça, on sait déjà que c'est pas possible simplement à partir de 2 images et même de plusieurs images.
c'est encore plus difficile à partir d'une seule image, alors que nous, très naturellement, on fait cette inférence. Donc cette difficulté, on la retrouve beaucoup dans l'imagerie médicale, hein. On a même du mal parfois à expliquer ça aux médecins, même s'ils ont des vraies difficultés. C'est pas parce qu'on a fait une IRM, ou on va dire un scanner qui permet de bien voir les os du corps humain. On va voir les os qui sont très blancs dans le scanner. On va voir le reste du corps qui est plutôt gris ou voire noir. Ça ne veut pas dire qu'on a un objet. C'est-à-dire que maintenant, si on veut essayer de mesurer la longueur de l'os, par exemple, c'est pas difficile à faire parce qu'on a juste un amas de pixels en 3 dimensions qu'on appelle des voxels. Donc, comment est-ce qu'on passe de cet amas de pixels ou de voxels à un objet qu'on peut mesurer, qu'on peut éventuellement après mettre dans un logiciel de simulation qui va permettre de voir comment il résiste à des efforts, qu'on va pouvoir mettre dans un logiciel, si jamais il y a un os qui est abîmé, qu'on va pouvoir mettre dans un logiciel qui permet de faire une prothèse, et donc on va compléter avec une prothèse et voir après par simulation comment se comporte l'os sur lequel on a rajouté une prothèse. Tout ça demande de pouvoir manipuler des objets, alors qu'une image, à la base, c'est un amas de pixels, simplement, de mesures physiques. Donc les enjeux restent à peu près les mêmes. On a fait des progrès très récemment grâce à l'apprentissage profond, qui est capable de... Maintenant, on arrive à reconnaître des objets dans une scène. On arrive aussi, il y a des premiers résultats pour réussir à avoir des relations entre les objets, donc décrire une scène, plusieurs objets et les mettre en relation dans une image. Maintenant, il y a beaucoup aussi de discours commerciaux autour de la magie de ce genre d'algorithme. Il y a des expériences qui ont montré que, par exemple, vous pouviez prendre une image d'un chat, l'algorithme va reconnaître qu'il y a un chat dans l'image, vous déplacez simplement d'un pixel et l'algorithme ne reconnaît plus le chat, alors qu'on n'a presque pas changé d'image. Donc il y a des sensibilités comme ça qui sont un peu surprenantes. Ce qui prouve simplement qu'on n'est pas dans le même comportement qu'un cerveau humain, qu'on arrive à avoir des performances qui se rapprochent de ce qu'est capable de faire un cerveau humain, mais qu'on n'a pas forcément le même comportement qu'un cerveau humain. Donc on a besoin de comprendre ça, et puis ça reste quand même des objets bien identifiés. Un algorithme de deep learning ne va pas être capable de reconnaître un organe ou une pathologie, par exemple. C'est beaucoup plus difficile. Donc peut-être que ce que je viens de dire aussi, on avait une question dans le forum autour des images matricielles et vectorielles. Oui. Ce que je viens de dire, ça permet aussi de comprendre la différence qu'il y a entre les deux. Les appareils de prise d'image aujourd'hui vont créer majoritairement des images matricielles. C'est-à-dire que le but de ce genre de machine, c'est de mesurer une intensité lumineuse, une couleur, ou dans le cas de l'imagerie médicale, une densité pour un scanner, une densité en protons pour une IRM, par exemple. Donc l'appareil photo qui est dans mon smartphone, ouais. il fait de l'image matricielle. Il fait de l'image matricielle. C'est un ensemble de pixels. Donc il n'y a pas d'intelligence de ce qui est dans l'image. D'accord. Une image vectorielle, c'est justement une image qui est composée d'objets. Oui. Par exemple, il y a tout un ensemble de recherches qui cherchent à vectoriser, donc rendre vectoriel des images de plans architecturaux. Vous prenez le plan d'une maison, vous le scannez, vous avez une image matricielle, puisque le scanner n'a fait que mesurer la couleur en chaque point de la page. Et après, avec ça, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Pouvoir la vectoriser, c'est pouvoir détecter les lignes droites qui vont faire des murs, les arcs de cercle qui vont indiquer qu'il y a des portes, et puis pouvoir mesurer à partir de là la longueur de ces lignes, par exemple, pouvoir mettre le plan à l'échelle, et après aussi le reconstruire grâce aux cotations qu'on aura aussi pu reconnaître dans la masse de pixels, reconnaître qu'il y a des chiffres, qu'il y a des lettres, du coup retrouver du sens, le sens qui pour nous est immédiat quand on regarde un plan, c'est pas du tout immédiat pour un ordinateur. Les images vectorielles vont être créées par des logiciels, donc c'est pas des images qui sont acquises,
par un capteur. Ce sont les images qui sont créées par des logiciels, essentiellement. L'avantage des images vectorielles, c'est que si vous voulez faire un zoom, par exemple, vous avez une image d'un cercle. Vous faites un zoom sur le cercle, ben c'est facile, il suffit de dire mon cercle, au lieu d'avoir un rayon de 1 cm, il va avoir un rayon de 2 cm. Et voilà, j'ai un zoom x2 sur mon cercle. Donc il n'y a pas, je continue à avoir un beau cercle qui est dessiné. Maintenant, si je prends une image qui est matricielle, mon cercle, c'est un ensemble de pixels. Si je veux faire un zoom x2 sur mon cercle, et ben, mes pixels vont occuper 4 pixels et je vais avoir quelque chose qui va être en marge d'escalier. C'est ce qu'on appelle l'aliasing. Et du coup, si on continue à grossir, on perd la netteté du cercle avec des images matricielles. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi des travaux pour vectoriser des images qui sont assez semblables qui s'apparentent aussi à de la reconnaissance d'objets dans les images, puisqu'il faut reconnaître qu'il y a un cercle, il faut reconnaître qu'il y a une droite, il faut reconnaître qu'il y a un carré, par exemple. Mais ça veut dire aussi qu'on a une bibliothèque de formes qu'on va essayer de reconnaître dans l'image. Et c'est différent, c'est intermédiaire, c'est différent de reconnaître un objet lui-même comme une chaise, qui est un assemblage de primitives géométriques comme des cercles, des droites, etc. Oui, alors ça, c'est des progrès qui ont été réalisés justement sur tout ce qui est la capacité à ajuster un modèle à une image. Par exemple, pour reconnaître un sourire ou un visage dans les photos, ce qui est fait maintenant de manière très classique dans un appareil photo, voire un logiciel de gestion des images. Par exemple, un logiciel de gestion d'image va reconnaître des visages et va pouvoir mettre un nom dessus. Si vous mettez un nom sur un visage, il va pouvoir mettre des noms sur toutes les autres photos qui vont suivre, en tout cas beaucoup. Ça, c'est des progrès qui ont été réalisés justement dans l'ajustement de modèles à des images, et les progrès ont été réalisés dans le fait qu'on peut mettre des modèles très génériques. Par exemple, pour reconnaître un visage, ce qu'on va mettre, c'est simplement un visage comme ça, avec 2 trous pour les yeux et puis 1 pour la bouche. Et on va pouvoir adapter ce visage. Alors, comment est-ce qu'on reconnaît ça? Il y a plein de manières de faire, mais ça commence encore par du bas niveau, c'est-à-dire retrouver des zones sombres pour les yeux, retrouver des zones qui sont moins uniformes. Enfin, en gros, tout ce qui est peau est relativement uniforme, et dès lors qu'on va avoir des yeux ou la bouche, on va avoir un changement de couleur. Voilà, c'est ce genre de choses qu'on peut exploiter, et on adapte le modèle au visage, comme ça, et on est capable, par exemple, de lui mettre un chapeau après par-dessus, parce qu'on a mis un chapeau sur le modèle. C'est le principe. Donc ça marche bien parce que ce sont des environnements qu'on dit très contraints. Vous allez essayer de faire ça, essayer de faire des reconnaissances de visage dans une foule, vous allez en louper beaucoup. D'accord. Prenez en photo la classe de vos enfants, le logiciel va reconnaître quelques visages, mais il ne va pas tous les reconnaître. Vous prenez un visage qui a un petit peu de 3/4, il va avoir du mal à le reconnaître. Quelqu'un qui est en train de bâiller, il va peut-être avoir du mal à le reconnaître. Voilà, donc ça marche bien parce que la grande majorité des cas où on l'applique, en fait, on se contraint soi-même à faire un selfie sans trop ouvrir la bouche, sans trop faire l'andouille, etc. Et donc ça va bien marcher. Ça marchera moins bien dans des situations qu'on contrôle moins. Et c'est un des grands enjeux aussi de tout ce qui est analyse d'image, c'est d'être capable d'être ce qu'on appelle la robustesse, c'est-à-dire de se comporter de bonne manière, et de la manière dont on attend que l'algorithme se comporte, malgré le fait qu'on est dans des conditions détériorées, qu'on n'a pas forcément prévues, qu'on n'avait pas forcément vues avant, etc. Cet aspect ajustement de modèle, c'est ce qui est à la base de tout ce qui est réalité augmentée aujourd'hui aussi. Et c'est un bon exemple des applications de réalité augmentée qu'on peut avoir. Si vous prenez une application réalité augmentée, les premières applications, c'était par exemple, vous promenez dans la rue, et puis on vous met une pancarte pour dire là il y a tel magasin, là il y a la gare, là il y a une poste, ce genre de choses. Là, il y a un modèle sous-jacent qui est le modèle de la ville qu'on peut avoir. On voit sur Google Maps, par exemple, ils reconstruisent des modèles 3D des villes qui sont relativement précis, plus ou moins précis, on va dire. Mais c'est suffisant quand on sait qu'une ville, en général, il y a un sol qui est plat et puis il y a des murs qui sont plutôt verticaux.
Voilà, on a des a priori, ce qu'on appelle des a priori sur le modèle qu'on peut exploiter, que les façades des immeubles, c'est pas des choses qui font comme ça, mais c'est bien droit. Donc on a une primitive qu'on appelle un plan qu'on peut ajuster. Ça permet de reconstruire suffisamment bien la scène en 3 dimensions sous forme d'ensemble de plans, par exemple, qui vont permettre de placer une pancarte suffisamment précisément pour qu'on ait l'impression que il a trouvé la poste par miracle. Mais en fait, cette pancarte, elle est placée dans le modèle, et donc le modèle qui est renseigné avec le fait qu'il y a une poste, par exemple, à cet endroit-là, et le modèle est ajusté dans son ensemble à l'image, et du coup, on peut transférer l'information que la poste est à cet endroit-là. D'accord. C'est plus difficile quand on veut, et ça commence à apparaître, mais c'est relativement récent, quand on veut placer un objet qui va rester en cohérence avec la scène, par exemple. Là, dès lors que l'objet, on va avoir une imprécision dans le placement, on va avoir l'impression que l'objet bouge, et aussitôt on va avoir l'impression qu'il flotte dans l'espace. Et ça, c'est parce qu'on a besoin de plus de précision sur la reconstruction d'un modèle à partir de l'image, l'ajustement de ce modèle avec notre modèle idéal dans lequel on a placé l'objet tridimensionnel, qui permet de transférer la position de l'objet tridimensionnel dans la scène. On a de plus en plus de choses qui existent. Là, ce qui va moins bien marcher, et vous pourrez le tester si vous avez des smartphones qui ont cette capacité, essayez de faire ce genre d'augmentation. Si vous le faites simplement autour de vous sur une table, ça marche bien, parce que ça reste contraint aussi. Maintenant, essayez de vous déplacer dans la pièce d'à côté tout en maintenant ce genre d'augmentation, ça ne marchera plus du tout. Et même les algorithmes actuels, si vous faites le tour du couloir et vous revenez à votre endroit initial, et ben vous verrez qu'il y a un décalage énorme entre ce que vous aviez comme position au début et ce que vous avez comme position à la fin. Donc ça, c'est des problématiques actuelles, c'est de pouvoir rendre plus robuste, donc de faire en sorte que ça dure plus longtemps, que ça marche dans plus de conditions possibles, que ça marche plus longtemps possible aussi, et au lieu des 30 secondes qui sont sympas à regarder ensemble autour du smartphone. Pas spécialiste de ça, mais ce que j'en comprends moi, c'est qu'il utilise des algorithmes d'apprentissage profond, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, Google... alors, ces algorithmes-là, ce qu'ils font à la base, c'est qu'ils sont capables d'apprendre une fonction, au sens large, qui va prendre une image et qui va dire en entrée, il y a tel objet dedans. Donc, ils vont apprendre une fonction par objet, en gros. Enfin, une fonction qui va associer une image à un objet. Et pour apprendre cette fonction, ce qu'ils font, c'est qu'ils donnent plein d'images en entrée qui sont labellisées. C'est-à-dire qu'on on sait a priori, ça a été mis quelque part par quelqu'un, par quelque chose, que oui, dans cette image, il y a un chat, par exemple. Donc, on a des paires d'images labels. On sait dans cette image, il y a un chat, dans cette autre image, il y a un chat, dans cette autre image, il y a un chat. Il y a des calculs qui sont faits sur l'image, qui sont des calculs relativement bas niveau, c'est-à-dire qu'on va regarder les pixels qui sont proches. On va faire une moyenne, par exemple, dessus, puis après, on va regarder des pixels un peu plus voisins, faire une moyenne, et on regarde comment tout ça évolue. Donc, on change la représentation de l'image en faisant ça. C'est plus des pixels, mais c'est des moyennes de groupement de pixels. Et ça, on a vu, c'est pour ça qu'on parle de convolution quand on fait ça. Et ça, on s'est aperçu que ça marchait bien pour pouvoir être relié de manière assez fiable à des labels. Donc on apprend cette association, cette manière d'associer une image à un label, et après, quand on a une nouvelle image qui apparaît, eh ben, on refait ces calculs, et on obtient un code qui va être lié à un label. Et du coup, on dit, on a trouvé ce label, cet objet dans l'image. Après, si c'est des images, c'est aussi un peu la même chose, sauf que ce n'est pas labellisé, et c'est des calculs de similarité entre les images, quelque part, qui sont faits, dont je ne connais pas les détails, j'avoue. Mais c'est vrai qu'on a fait beaucoup de progrès aussi pour avancer sur cette question qui nous paraît très simple, nous, mais qu'on a du mal à verbaliser. Or, pouvoir écrire un algorithme, ça veut dire quand même pouvoir dire comment on a fait. Et si je vous donne deux images
de la même personne, mais sur un fond différent ou prises dans des conditions différentes, ou deux images du même endroit, mais prises sous des incidences différentes, c'est très facile pour l'être humain de reconnaître ça. Mais maintenant, quand on demande aux gens comment vous faites, là, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc certains... Un ordinateur ne sait pas faire, j'imagine, ou a du mal. Il ne sait pas, il ne sait, c'est nous qui devons lui dire comment faire. On va lui dire ça, par exemple, pour reconnaître qu'est-ce que je pourrais dire? Ce qu'on a beaucoup utilisé pour reconnaître des bâtiments, pour dire, oui, on est dans des bâtiments, dans quelque chose de manufacturé, on va essayer de détecter s'il y a des segments, donc des parties droites. Ce qui n'existe pas dans une scène naturelle, dans la nature, on ne va pas avoir beaucoup de parties qui sont bien droites. Là, voilà, un des critères qui a été mis en avant, c'était de regarder s'il y avait des segments, par exemple, dedans. Donc, on a des détecteurs de segments et après, on compte le nombre de segments qu'on a. S'il y en a beaucoup, c'est plutôt manufacturé. S'il n'y en a pas, c'est plutôt une scène naturelle. Bon, on fait des choses plus complexes aujourd'hui, mais c'est un peu l'idée. C'est de trouver, on expérimente ce qu'on appelle des distances. Donc, c'est peut-être capable de dire ces deux images sont semblables, ces deux images ne sont pas semblables. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Et c'est tout ça, en fait, le travail du chercheur, c'est d'être capable d'exprimer ça de telle manière qu'un ordinateur puisse le calculer à travers un algorithme. Alors, déjà, la question est ambiguë parce que le codage a deux sens différents. Le codage, pour moi, c'est associer un code à une entité. Par exemple, le codage ASCII, ça permet d'associer un nombre entre 0 et 128 ou 0 et 255, 0 et 127 ou 0 et 255 si on prend l'ASCII étendu, à une lettre. Et il faut savoir qu'un ordinateur ne sait manipuler que des nombres. Et in fine, que des nombres binaires. Donc le codage, c'est pouvoir représenter des entités au sens large. Ça peut être plus compliqué qu'une lettre, ça peut être un mot, ça peut être même d'autres choses, sous forme binaire par exemple. Donc c'est donner un code. D'accord. Que la machine peut manipuler. Après, on parle de code source, et c'est pour ça qu'on peut parler de codage comme étant de la programmation. C'est de la logique, oui et pas que, en fait. La logique, c'est être capable de dire si certaines expressions sont vraies ou fausses, quelque part. Enfin, en étant très... Donc, c'est utilisé. Après, pour programmer, il faut faire preuve de logique. C'est plutôt comme ça que je dirais les choses. Voilà. Pour moi, un algorithme, déjà à la base, un algorithme, la difficulté primordiale, c'est d'être capable de verbaliser sa pensée et d'être verbalisé sous une forme qui est claire, qui est concise, qui est univoque, et donc qui ne va pas, pouvoir être interprété de manière différente par différentes personnes. Et pour ça, il faut de la rigueur. Il faut de la logique aussi, parce qu'au bout du bout, l'ordinateur, c'est une machine logique qui va évaluer des expressions, qui va faire ce genre de choses. Mais ça ne demande pas que de la logique. Il n'y a pas une équivalence entre les deux. Oui, oui. Donc un algorithme, pour concevoir un algorithme, c'est déjà verbaliser sa pensée de manière claire. Après, être capable d'exprimer, de transcrire cette verbalisation au moyen d'outils algorithmiques, de structures algorithmiques de base, comme des tests conditionnels, des boucles qu'on voit quand on apprend l'informatique. Et ensuite, être capable de transcrire cet algorithme dans un langage qui va permettre à la machine d'exécuter cet algorithme. Et c'est ça la programmation, c'est cette partie transcription en langage. Donc il y a de la logique là-dedans, mais c'est pas que ça. En fait, une image, c'est très compliqué comme objet. Oui. Ça me paraît difficile d'aborder ça d'emblée. Je dirais qu'il y a deux premières notions qui me semblent importantes. C'est que, d'une part, une image numérique, donc représentée dans un ordinateur, c'est un ensemble de nombres. C'est rien de plus. C'est une suite de nombres qui va être structurée a priori sous une forme de matrice, c'est-à-dire d'un tableau à deux entrées.
qui vont faire les lignes et les colonnes. Mais ce n'est que ça. Et il faut combattre en même temps le garder quelque part avec soi, mais combattre cette envie de dire mais non, mais mon image, je sais déjà ce qu'il y a dedans, c'est un ensemble d'objets. Non, c'est vraiment pour l'ordinateur, c'est un ensemble de nombres qui sont juste placés dans des lignes et des colonnes. Et il n'y a pas plus de sens dans une image totalement aléatoire, comme on peut voir quand on laisse la télé allumée sur un canal qui n'est pas couvert par une chaîne, ou sur une image qui a du sens pour nous. Voilà. Pour lui, l'ordinateur, c'est exactement la même chose. La deuxième chose, c'est que donc une image, c'est compliqué, ce qui fait qu'un ordinateur ne va pas, des algorithmes ne peuvent pas appréhender une image dans son intégralité. Et c'est pour ça que les traitements de base, en fait, sont des traitements qui sont extrêmement locaux. On va regarder ce qui se passe autour d'un pixel. C'est comme si l'ordinateur avait un champ visuel qui était extrêmement restreint, qui peut déplacer partout dans l'image, mais qui est extrêmement restreint, en fait. Et ça peut être difficile aussi à comprendre parce que quand on analyse une image, nous, en tant qu'être humain, on a ces deux niveaux, en fait. On a un niveau qui est très global, et puis on peut avoir un niveau qui est très local quand on regarde dans les détails. L'ordinateur, lui, il peut regarder que dans les détails, à la base. Donc après, bien sûr, on essaye d'agréger tout ça pour arriver à un niveau global, mais on n'a pas de niveau global immédiat. Donc ça, c'est la deuxième difficulté pour moi. Après, c'est vrai qu'il y a des difficultés de format d'image qui sont plutôt des difficultés pratiques. Et je pense que là, on peut s'affranchir de ça en prenant des formats très simples et si possible non comprimés, parce que sinon on rentre dans la difficulté de la compression de données. Il y a des formats qui sont bruts. Alors les images sont très grosses, hein, ça prend beaucoup de place, mais c'est vraiment codé sous un ensemble de nombres bien ordonnés les uns à la suite des autres. Et voilà, c'est pour ça que je pense que, ça m'intéresserait d'avoir des retours d'enseignants qui font des trucs autour de l'image. Oui. L'objet image a ça d'un peu traître, qu'il est extrêmement attirant, parce que ça, on le voit, ça a l'œil. Et j'ai ce problème-là, mes étudiants aussi, hein, qui viennent pour des stages ou autres, ils disent « Ah ouais, j'ai envie de faire de l'image, c'est très visuel, et ça a un côté… de rétribution immédiate quand on voit qu'un traitement fonctionne sur une image, hein, parce que c'est visuel. Alors, on n'a pas besoin de regarder des colonnes de chiffres pour se dire que oui, finalement, ce qu'on a fait, ça a marché. Donc, il y a ce côté sexy à l'image, mais en fait, c'est très mathématique ce qui est fait derrière, hein, et c'est un objet qui est très complexe à manipuler. Demander même à des élèves de première ou de terminale de manipuler un tableau de chiffres à 2 dimensions, c'est pas évident parce que c'est la notion de matrice derrière, et les matrices, ça se voit, alors ça se voit un peu en terminale ES, ça se voit aussi en terminale S, uniquement en SPMAT. Donc, oui, donc c'est compliqué. Voilà. Alors il y a des outils de traitement d'image, en fait il y en a beaucoup qui sont totalement automatiques et qu'on ne voit pas. Dans un smartphone par exemple, vous avez vous avez de la correction d'image, de flou, le fait qu'on corrige quand par exemple on va corriger le bouger, ce qui existe dans tous les appareils photo et téléphones maintenant, eh ben, il y a une analyse de l'image qui est faite en permanence pour voir l'image suivante, est-ce qu'elle a bougé par rapport à l'image précédente, et si elle a bougé, je corrige ce déplacement qui est supposé être petit, parce qu'on fait pas des trop grands gestes non plus, sinon on s'apercevra que ça ne marchera pas. Donc il y a beaucoup d'outils qui sont totalement automatiques. Après, il y a des outils, il y a aussi beaucoup d'outils qui sont d'amélioration d'image. Donc ça, c'est plutôt des outils qui sont beaucoup bas niveau et qui même vont uniquement travailler au niveau du pixel de manière indépendante. Par exemple, si vous changez le contraste d'une image, c'est simplement changer la couleur de chaque pixel de manière cohérente. Mais que les pixels soient… le voisinage d'un pixel ne compte pas. On va juste changer la couleur de chaque pixel. On a ce qu'on appelle une fonction de transfert.
qui va dire bah, ce pixel qui était gris clair, bah, je vais plutôt le mettre gris foncé, et puis celui qui était presque blanc, bah, je vais le mettre blanc, par exemple. Voilà. Donc on voit bien que ça dépend que la couleur du pixel. Donc ça va c'est très très efficace et c'est très facile à faire. Ce sont des traitements dits photométriques, assez simples. On a maintenant de plus en plus aussi dans les logiciels de base, hein, qu'on trouve de manière libre ou pas, ou qui sont même fournis avec les systèmes d'exploitation par défaut, des outils qui vont permettre de corriger un flou, par exemple. Donc rendre l'image plus nette. Euh, ou, euh, ou alors, au contraire, mettre un peu de flou quelque part parce que on voit qu'il y a une petite voilà, il y a une petite imperfection dans l'image qu'on veut gommer ou ce genre de choses. Ça, ce sont des outils qui sont locaux, qui fonctionnent de manière locale. Donc là, on va plutôt regarder ce qui se passe dans un voisinage de pixels. Est-ce que les valeurs sont, si on veut que l'image soit lisse, eh ben on va éviter le fait qu'il y ait des pixels qui tout à coup sont de valeurs un peu aberrantes par rapport à leur voisinage, et puis on va les ramener à une valeur moyenne dans le voisinage, par exemple. Ou au contraire, si on veut améliorer la netteté, on va essayer de détecter des zones, des voisinages de pixels où on voit deux couleurs, par exemple l'une à côté de l'autre, et on va augmenter la différence entre ces couleurs. Donc ça, c'est des choses qui existent de manière locale. Il y a des outils qui sont intéressants pour travailler avec des élèves là-dessus, parce que ça permet de faire peut-être un peu de programmation. Il y a ImageJ, par exemple, qui est assez sympa, parce que ça permet de programmer on appelle ça des filtres sur les images, hein, ces petits outils d'amélioration locale, et puis de les combiner pour voir ce que ça donne. D'accord. GIMP aussi, qui a une version libre de Photoshop, mais c'est un peu plus compliqué à programmer. C'est beaucoup plus puissant, c'est très puissant, mais c'est quand même plus compliqué à programmer et à prendre en main par des élèves, par exemple, je pense. Mais ce genre d'outils, il faut savoir que même s'ils offrent une façade avec une interface graphique, avec plein de manières de faire les choses un peu automatiquement, il y a aussi dedans une manière de vraiment pouvoir programmer soi-même le traitement qu'on veut appliquer à l'image. Hein. Et c'est intéressant de regarder ça. D'accord. Bon, on notera les deux outils que tu indiques, hein, peut-être, si tout le monde ne les connaît pas. Donc j'espère que ça répond à la question. C'est pour ça qu'on a des termes aussi. Je parlais des termes au départ en me présentant dans le domaine de recherche. On va retrouver des termes de traitement d'image, d'analyse de l'image, de vision par ordinateur, de vision artificielle. Ça regroupe un petit peu, enfin, souvent c'est utilisé avec le même sens, mais on peut y voir des subtilités en disant que voilà, quand on fait du traitement de l'image, ça va être quelque chose un peu comme du traitement du signal. On va essayer d'enlever les imperfections qu'il y a dans l'image. Donc c'est un petit peu adogmatique par rapport au contenu de l'image. Donc on n'a pas besoin d'avoir une compréhension ne serait-ce que moyen niveau de l'image. On n'a pas besoin de savoir qu'il y a des formes géométriques dedans ou des objets particuliers. On regarde juste ce qui se passe localement et on essaye d'améliorer les choses sur des critères assez simples. L'analyse de l'image va essayer d'aller un petit peu au-dessus, d'extraire des objets de cette image, par exemple. Et la vision artificielle ou vision par ordinateur peut aussi se voir dans le sens de reconstruction, une image qui, de manière sous-jacente, a un monde, représente un monde tridimensionnel et on veut retrouver des informations sur ce monde tridimensionnel. Donc ça, c'est pas le cas, par exemple, si on prend l'image d'une peinture. Voilà, on l'a prise en photo et puis on s'aperçoit qu'il y a des reflets, des choses comme ça. On veut vraiment avoir une belle image. On va corriger. Donc ça, c'est les traitements de traitement de l'image. Et il n'y a pas de monde tridimensionnel derrière à essayer d'analyser. Voilà. Moi, la différence que je fais, mais elle est vraiment, elle est assez artificielle quand même. En fait, il y a une explosion dans le domaine médical en 30 ans du rôle de l'image
À tel point qu'en France, maintenant, on peut presque dire que le patient n'appartient plus au chirurgien, mais il appartient au radiologue. C'est-à-dire qu'avant, au début du siècle, la personne qui allait prendre la décision du traitement, qui allait faire le diagnostic, qui allait prendre en main la pathologie du patient, c'était plutôt le chirurgien, enfin, dès lors que la pathologie était d'ordre chirurgical. Aujourd'hui, ça va être le radiologue. Et effectivement, avant toute chose, très rapidement, on nous fait faire une image, donc qui est un petit peu guidée par les symptômes, mais ça va être une radio, ça va être un scanner, ça va être une échographie, ça va être une IRM. Et cette image, elle est interprétée par le radiologue. Donc c'est lui qui va dire ce qu'il voit dans l'image. Donc on a besoin d'un être humain pour dire ce qu'il y a dans l'image. On ne sait pas le faire automatiquement. Il y a des problématiques aujourd'hui légales qui font qu'on a besoin de plus en plus d'avoir un traitement automatique des images qui va être capable de dire qu'il n'y a rien dans l'image, rien de pathologique dans l'image. Il y a des textes de loi qui obligent à faire des scanners, par exemple chez certaines personnes, ou des radios chez certaines personnes. Par exemple, un SDF qui est récupéré par la police, amené au CHU, on doit lui faire une batterie d'examen pour s'assurer qu'il va bien, qu'il ou elle va bien, et souvent, il n'y a rien à détecter. Il y a aussi des images qui sont demandées en complément d'autres pathologies pour être sûr, et ces images-là, il n'y a rien dedans. Donc c'est un travail énorme pour le radiologue qui doit analyser ces images, et il y a une demande qui grandit d'être capable de pas forcément prendre la décision, enfin, prendre la décision, ce ne sera pour moi jamais le cas. C'est-à-dire qu'un ordinateur ne prendra jamais la décision à la place du médecin. Et les médecins, pour ce que je connais en tout cas, sont tout à fait prêts, parce que ça fait partie de leur formation, ça fait partie de leur métier, à prendre la décision, à prendre la responsabilité de la décision médicale. En revanche, ils ont besoin d'aide, et je pense que c'est ça fondamentalement l'usage de l'informatique, c'est d'aider l'être humain à se dépatouiller de cette somme d'informations qu'on a aujourd'hui avec la multiplication des capteurs, et c'est d'autant plus vrai en imagerie médicale, et donc avoir un outil qu'on appelle CAD, c'est Computer Assisted Diagnostic, donc diagnostic assisté par ordinateur, d'être capable d'indiquer des zones que le médecin ferait bien de regarder parce qu'il y a peut-être quelque chose. Voilà. Ou de dire... Alors ça, tu peux l'imaginer que ça se fasse automatiquement. Ah ça se fait aujourd'hui. Par exemple, ça se fait automatiquement, c'est-à-dire qu'un logiciel est capable d'alerter, de dire... Aujourd'hui, par exemple, la mammographie s'est beaucoup développée avec le screening, je n'ai pas le terme français, le dépistage, voilà. Le dépistage qui a été rendu obligatoire chez les femmes à partir de 50 ans, si je ne me trompe pas. Alors ça a été rendu possible parce qu'il y a une évolution des capteurs et que l'image radiographique est devenue numérique, ce qui a permis de réduire la dose de rayons X émis pour fournir une image de bonne qualité. Donc il y a peu ou presque pas d'impact d'une radio numérique aujourd'hui sur la santé. Mais ça veut dire qu'il y a eu beaucoup d'images à interpréter aussi. Et en moyenne, si je ne dis pas de bêtises, un radiologue spécialiste d'analyse des mammographies va mettre 20 secondes à analyser une mammographie. Mais comme il y en a de plus en plus, s'il pouvait mettre que 10 secondes à le faire, ça l'intéresse. Et donc, il y a des logiciels qui assistent le médecin pour focaliser son attention, voilà, pour attirer son attention. Il va regarder quand même toute l'image. Mais s'il y a quelque chose à regarder, son attention sera attirée par ça, et donc il va pouvoir plus rapidement détecter les pathologies, et peut-être aussi plus rapidement dire, ben non, il n'y a rien, cette mammographie est claire. Donc la décision revient au médecin in fine, mais l'ordinateur, l'algorithme l'aide à prendre cette décision plus rapidement, de manière plus efficace. Et là, Erwan, c'est très schématiquement, c'est parce que on sait donner un modèle. Alors, si l'ordinateur attire l'attention sur une zone, c'est parce qu'il a un modèle de zone, par exemple, parfaite. Et si ça s'éloigne de cette zone parfaite, il sait dire, c'est comme ça un peu. On peut parler de motifs ou de textures particulières dans l'image. D'accord. En photographie, il y a deux même si ce n'est pas mon domaine d'application de recherche, il y a deux choses à regarder. C'est les opacités, qui sont des zones plutôt sombres.
dans l'image et des calcifications qui en général se mettent le long des canaux mammaires et donc du coup vont être des points brillants alignés. Donc il y a un motif assez spécifique que là encore, ça fait partie de la recherche de trouver ce qu'on appelle des descripteurs, c'est-à-dire la bonne manière de décrire mathématiquement ces motifs. Et après, des algorithmes vont rechercher ces motifs dans les images et les retrouver avec un certain pourcentage de certitude ou pas. Et donc, à partir d'un certain pourcentage de certitude, on va dire là, il faut vraiment regarder parce qu'on pense qu'il y a quelque chose. On trouve un motif bizarre. Enfin, bizarre ou en tout cas qui ressemble à une pathologie. Donc là, c'est de plus en plus ce genre de choses qui est développé. Donc ça, c'est pour tout ce qui est diagnostic. Il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits. Moi, je m'intéresse plus à ce qui est en amont, enfin en aval, pardon, et ce qui est péropératoire, avec les deux phases essentielles qui sont le planning péropératoire, donc prévoir son intervention. L'intérêt de bien prévoir son intervention, c'est qu'on va passer moins de temps sur le patient, on va être plus sûr de ce qu'on va faire, parce qu'on s'attend à trouver une certaine difficulté ou pas. Et en plus, on va faire des économies en temps, on va prendre tomber le bon outil pour opérer, etc., etc. Donc ça, c'est l'intérêt du planning. Et aussi pendant l'intervention, parce que justement, les images, comme elles doivent être acquises rapidement, elles sont en général pauvres en informations. Donc une des pratiques sur lesquelles je travaille, c'est ce qu'on appelle la radiologie interventionnelle, où on va suivre l'évolution de l'outil par des rayons X. Et donc les rayons X, on voit rien. Enfin, on voit ce qui est dense, donc on se débrouille pour que les outils soient à peu près denses, mais on ne va pas voir les vaisseaux sanguins, on ne va pas voir les nerfs, on ne va pas voir les différents organes, on voit les structures osseuses parce que c'est dense, mais on ne voit rien du tout, et c'est un peu comme si on naviguait un peu à l'aveugle dans le corps du patient. Alors pas totalement, parce que justement les vues sont à peu près standardisées pour que le médecin puisse se repérer, etc. Mais on a quand même peu d'informations, et en plus tout ça est aplati, parce que vous savez bien que dans les radiographies, il n'y a pas de partie cachée, tout s'additionne et tout se mélange, on ne sait pas ce qui est devant, ce qui est derrière, etc. Donc il y a des difficultés pour se repérer en 3 dimensions. Et donc justement, ce qu'on fait, nous, en termes d'image, c'est qu'on a la chance d'avoir des imageries tridimensionnelles, donc comme un scanner, par exemple, qu'on a avant. On peut faire un scanner où on a injecté un produit de contraste qui permet au vaisseau sanguin d'apparaître brillant dans l'image. On a un premier ensemble de travaux de recherche qui vise à extraire justement sous forme d'objets, donc en quelque sorte vectoriser, même si ce n'est pas vraiment une vectorisation, mais en quelque sorte vectoriser, c'est ce qu'on appelle segmenter l'image pour extraire des objets, par exemple les vaisseaux sanguins, si on veut éviter de percer des vaisseaux sanguins. Et après, ça nous fournit des modèles tridimensionnels. Donc, je parlais tout à l'heure d'avoir des modèles tridimensionnels et de pouvoir les adapter à la scène pour avoir une meilleure compréhension les adapter à l'image pour avoir une meilleure compréhension de ce qui est sous-jacent à l'image. On fait la même chose. On a un modèle tridimensionnel grâce à l'imagerie 3D qu'on a traité, qu'on a analysé pour extraire des objets. Après, on va pouvoir plaquer, c'est de la recherche, plaquer ces modèles sur les images qui sont acquises en temps réel, et du coup, on peut replacer l'outil du médecin dans un environnement tridimensionnel. Donc ça, c'est l'objet de mes recherches, c'est de réussir à replacer en temps réel, au fur et à mesure de l'intervention, l'outil du médecin dans son environnement tridimensionnel tel qu'il est décrit par le scanner ou l'IRM qui a été acquis avant l'opération. Et du coup, le médecin, l'objectif, c'est de le libérer d'une charge mentale qui est assez énorme, en fait, dont on ne se rend pas compte, parce qu'une image, même les images qu'on prend, il y a ce qu'on appelle des artefacts, c'est-à-dire des choses qui apparaissent comme des objets, mais qui n'en sont pas vraiment. Prenez les ombres, par exemple, dans une image, ça peut apparaître comme un objet parce qu'il y a une différence de texture et de couleur, mais ce n'est pas du tout un objet. C'est quelque chose de totalement artificiel. Et ça, l'ordinateur, il ne va pas forcément faire la différence entre une ombre et un vrai objet. Pour lui, il y a une différence de couleur, donc il y a peut-être quelque chose. Il y a un contour, donc il y a un changement d'objet. Là, c'est pareil. Donc le médecin, il est obligé d'interpréter en permanence son image, avoir à l'esprit que ce qu'il voit peut être
sujet à interprétation parce qu'il y a peut-être des problèmes d'acquisition, il peut y avoir des artefacts. Quand on fait un scanner et qu'on a des plombs dentaires, on voit si on fait une simple extraction, on va avoir des pics qui vont sortir parce que les plombs dentaires sont trop denses et donc ça perturbe le signal de scanner qui ne peut pas être reconstruit correctement. Voilà. Du coup, Erwan, je te coupe. Tu disais tout à l'heure que le radiologue était maintenant en position, vu l'invasion par les images dans la médecine, et c'est lui qui avait en quelque sorte un savoir très important maintenant, puisqu'il est capable d'interpréter ces images. Si tu plonges le chirurgien dans un environnement presque temps réel, ou à moins que je n'ai pas bien compris, ça veut dire que lui, il est obligé aussi d'avoir une double compétence maintenant, non? C'est complexe. Ces gens qui font de la radiologie interventionnelle, justement, ont une formation à la base, enfin, sont radiologues et font aussi de la chirurgie. D'accord. Et de plus en plus, les chirurgiens vont devoir se mettre voient des images qui arrivent dans leur salle d'opération. Ils n'ont pas forcément la formation pour les interpréter, pour bien les interpréter. Alors on pourrait laisser cet état de fait et puis dire bah ok, mais c'est les radiologues qui vont tout régenter là-dessus. C'est pas une bonne manière de faire parce qu'ils seront pas assez nombreux, les radiologues non plus. Une manière plus intelligente de faire, c'est d'offrir des outils qui permettent au chirurgien de mieux interpréter son image. Il aura aussi une formation complémentaire en radiologie, par exemple, et d'offrir aussi au radiologue des outils qui lui permettent, lui, d'avoir accès plus rapidement à l'information qui l'intéresse dans l'image, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une pathologie, pas de pathologie, comment je peux la mesurer, quelle est sa taille, et donc quelle suite thérapeutique donner à l'image que j'ai. Voilà. Donc c'est vraiment, il y a une technique qui est... Il y a eu un sondage INRIA, je ne sais plus, c'était en 2011, je crois, et j'avais été assez étonné parce qu'il y avait 92% des personnes qui reconnaissaient que l'informatique était vitale pour la médecine. C'est vrai, d'un point de vue technique, il y a une invasion de la technique depuis le début du XXe siècle et en particulier depuis ces 30 dernières années avec l'imagerie médicale dans le monde médical. Et les médecins ont de plus en plus besoin d'avoir un savoir technique qui n'est pas médical. Ce qui forcément a un poids sur l'enseignement, qui a un poids aussi sur la pratique, qui a un poids aussi sur les gens qui peuvent devenir chirurgiens, parce que si on n'est pas très doué pour interpréter une image, ben, ça peut poser des problèmes. On sait aussi qu'un chirurgien qui n'est pas capable de bien interpréter ce qui se passe en 3 dimensions aura du mal à être chirurgien. Donc, il y a des capacités comme ça. Et l'informatique peut aider à simplifier, à se débarrasser d'une certaine charge mentale et de rendre moins importantes certaines compétences et du coup de retrouver, de refocaliser le chirurgien sur ce qu'il sait vraiment faire et ce qui doit être son cœur de métier, c'est-à-dire la pathologie et le patient. Oui, donc là, on voit qu'on retombe sur des problématiques de formation maintenant qui doivent tenir compte un peu de l'évolution des techniques et surtout formation des médecins. Hein, et de tout le monde. C'est aussi important, je pense, pour un patient de comprendre, parce qu'il faut savoir que les données images appartiennent au patient. Même si on ne les a pas toujours, on a en droit de les demander, ça nous appartient, ce sont nos données, et c'est important de pouvoir... il existe des logiciels aujourd'hui qui permettent de regarder des images scanners sur l'ordinateur de tout le monde. Pourquoi moi j'aime bien le faire quand j'ai un scanner ou quand mes enfants, etc., ont des imageries, regarder un petit peu ces images. Je pense que c'est important que les gens aussi puissent se dire qu'ils ont le droit de regarder ces images, que c'est pas si compliqué que ça, qu'il y a des outils pour le faire. Mais c'est vrai qu'il faut un peu comprendre ce qu'il y a derrière et ce que ça veut dire qu'une image est tridimensionnelle, par exemple. Tout à fait. Donc c'est important pour tout le monde pour moi. Très bien. Ben, écoute, merci beaucoup. C'était très intéressant. Je crois qu'on va rester sur ce beau programme et cette belle conclusion que tu as donnée là. En tous les cas, merci à toi. Ben, merci à tout le monde qui assiste. Voilà, et
Et on espère voilà, que ceux qui ont suivi ont trouvé ça intéressant. N'hésitez pas même à réagir a posteriori. Hein. Vous avez des forums dans le MOOC, donc vous pouvez toujours revenir sur ce temps de rencontre que vous retrouvez sur YouTube et poser des questions. Voilà, alors, on est là pour y répondre, donc même si vous avez ceux qui n'ont pas pu y assister, hein, ils pourront toujours regarder la vidéo et puis réagir. Merci beaucoup. Merci à toi. Au revoir. Au revoir.